Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Dans cet épisode d'Avenir, c'est avec Riyad Salem que nous avons eu l'honneur de pouvoir échanger sur son parcours hors du commun, mais aussi sur tous les sujets qui l'animent. Riyad Salem, enfant de thalidomide, est un athlète incroyable qui a été 3 fois champion d'Europe de basket fauteuil, champion du monde en relais 4 nages, et il a participé 5 fois aux Jeux paralympiques. Il est également une personnalité du monde associatif. Riyad est une personne très inspirante qui nous a fait part de tous ses combats et de sa vision très positive de l'avenir. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son parcours grâce à Juliette David. Bonjour Riyad. Bonjour Juliette. Comment ça va ? On se maintient. On se maintient. Bon, merci beaucoup de d'avoir accepté notre invitation pour notre podcast. Avec plaisir, sous la menace, on accepte souvent les choses. C'est pas sous la menace parce que c'est une amie qui vous a embarqué dans l'aventure, donc c'est un plaisir. Merci beaucoup. Donc vous saluerez les joies de ma part. Avec plaisir. Donc, dans une interview, j'ai vu que vous avez déclaré « Je me suis jamais soucié de ce que je ne pouvais pas faire, mais plutôt de ce que je pouvais faire. » J'aimerais savoir d'où vient cette détermination et cette force. Oula, alors je ne sais pas si c'est une force, mais c'était à un moment donné, j'ai vite compris que ce que je ne pouvais rien changer, j'y changerais rien. Par contre, sur ce que je ne pouvais pas faire, voilà, c'était cette partie-là. Et après, je me suis dit, avec ce qui me reste, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Et je me suis très vite aperçu que je pense qu'une vie entière ne me suffirait pas. Donc, je me suis dit, je vais peut-être prendre cette voie-là. C'était soit je me tirais une balle dans la tête, ou soit je vivais pleinement. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais choisir d'être heureux. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais au moins, ça sera mon premier pas dans ce monde, quoi. Ok. Et donc, on va parler un peu de votre passé et de votre enfance. Donc, vous êtes né en Tunisie et vous êtes arrivé en France à l'âge de 2 ans. Vous êtes un enfant de thalidomide. Est-ce que vous pourrez m'expliquer de quoi il s'agit ? La thalidomide, c'est à l'époque, comme le Distilbène, c'est dans les années 60-70, un médicament qui était normalement prévu pour soulager les douleurs des femmes enceintes. Et au fait, on s'est aperçu que ça a tué beaucoup de mamans et de bébés. Et les enfants qui ont survécu sont nés avec des malformations. Donc je fais partie un peu de cette génération et c'est là où on voit des fois l'absurde dans toute sa splendeur quand les gens pensent plus à l'argent qu'à la vie des gens, quoi. Ok, d'accord. Donc après ça, vous êtes arrivé en France et vous êtes resté 16 ans dans un pensionnaire du centre de rééducation fonctionnelle de Saint-Fargeau. 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 Mais c'est joli, Fargeau, ça fait poétique. C'était pour changer ça un petit peu. Ça rime avec fardeau. Quand on est handicapé, on peut se dire que... Voilà, c'était fait exprès. Donc, vous y avez subi de nombreuses opérations. Comment vous avez vécu cette période ? La première partie de ma vie, quand on arrive à 1 an et demi, 2 ans, on ne se rend pas vraiment compte, quoi. C'est un peu le choc d'être séparé de sa famille. Puis après, on grandit, on vit. Et puis, c'est plutôt l'âge de l'adolescence qui devient difficile. On se rend compte qu'on est vraiment différent. Et qu'on en veut beaucoup à ses parents parce qu'on ne comprend pas pourquoi on est à l'autre bout du monde, de l'autre côté de la Méditerranée, et qu'on n'est pas auprès de ceux qui nous aiment et qu'on aime. Et en fait, quand on grandit un petit peu plus tard, on s'aperçoit que c'était pour son bien, pour nous soigner, voilà, et que ce beau pays m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc cette période-là, elle est comme tout enfant, un peu, voilà, on ne se rend pas compte. Ce qui est difficile, c'est les opérations, les douleurs, une scolarité hachée, des choses qui ne sont pas forcément évidentes, quoi. Mais j'ai pour principe de ne pas trop m'attarder sur les périodes négatives. Elles sont là, on les a vécues. Ce qui est plus intéressant, c'est de s'attarder sur les périodes positives. Un beau message. Donc, vous avez commencé le sport, premièrement pour la rééducation. Mais après, le sport, c'est vite devenu votre échappatoire et votre sortie de secours. Donc, est-ce que vous pensez que sans le sport, vous seriez devenu l'homme que vous êtes aujourd'hui ? Je pense pas. Moi, j'étais pas. Alors, le problème, c'est que moi, j'étais plutôt un artiste. Donc, j'avais plutôt la tête dans les étoiles que dans la compétition. Même si quand on gagne les championnats du monde, on a une étoile. Mais c'est vite devenu un instinct de survie de faire du sport parce que
je supportais pas d'être enfermé. Dans les hôpitaux, les centres de rééducation, on est enfermé. Et ça m'a très vite permis aussi d'exprimer l'énergie que j'avais, qui des fois, dans les cours de récréation ou dans la contrariété, on peut utiliser sa force, son énergie en bataillant. Et donc, j'ai très vite compris que dans le sport, dès que tu déployais la même énergie, si ce n'est plus, tu étais applaudi, mais dans d'autres lieux, tu étais plutôt puni. Donc, je me suis dit, tiens, on va aller dans ce domaine-là, c'est plus sympathique d'avoir des applaudissements. Et puis, ça m'a permis de voyager, de sortir de notre quartier, de voir le pays, de voir au-delà du pays, de visiter le monde. Et c'est vrai que y a une expression qui dit que le voyage forme la jeunesse, et c'est vrai. Voilà, j'ai découvert tellement de choses grâce au sport. Et après, je me suis aperçu que cette partie compétition, auquel j'étais pas forcément un grand fan, mais j'ai très vite compris que la compétition, c'était plutôt une excuse pour aller se rencontrer, s'affronter, mais positivement. Donc voilà, et j'avais quelques grands débats avec Albert Jacquard à l'époque là-dessus, et on est tombé d'accord sur quand la compétition dans le domaine du sport amène cette émulation, permet de mixer les peuples et créer des rencontres, c'est magnifique. Après, la compétition ailleurs, c'est pas forcément toujours de bon augure. Donc vous avez commencé par le basket fauteuil. Natation. Par la natation ? Ouais. Ok, vous avez fait aussi du basket fauteuil. Et quels ont été les obstacles auxquels vous avez été confrontés et comment vous les avez surmontés ? Alors, juste pour refaire un petit point, natation, un tout petit séjour en athlétisme. D'accord. Équipe de France de basket, et pour ma pré-retraite, je suis en équipe de France de rugby. Donc je suis encore en activité sur le rugby. La difficulté, c'est que même si on est dans le milieu du handicap, on m'a mis à la natation. Je raconte toujours la même histoire, alors pour ceux qui l'ont déjà entendu plusieurs fois, désolé. J'avais plus les moyens de m'acheter un maillot de bain qu'un fauteuil de compétition, donc on a déjà une première contrainte financière. Puis l'autre contrainte, c'est avec mon handicap, moi j'étais passionné de basket, mais on m'expliquait qu'il fallait des mains pour jouer au basket. Donc voilà, c'est aussi compliqué de pouvoir nous autoriser à nous planter. Parce que à l'époque, je pense que les éducateurs et les autres disaient on va pas le mettre en situation d'échec, c'est déjà difficile d'être abîmé comme ça, donc voilà. Mais je pense que c'est important de se planter, parce que au final, je me suis tellement bien planté que je me suis enraciné. J'ai fait 18 ans d'équipe de France, donc des fois, la passion peut être plus forte que la raison, mais il faut lui laisser un terrain d'expression. Voilà. Donc, puis même si je m'étais, on va dire, planté, pas ancré dans le truc, ça aurait été une belle expérience aussi. Mais voilà, donc j'ai eu la chance, moi, d'avoir fait une des plus grandes carrières pour quelqu'un qui n'était pas destiné à faire du basket. D'accord. Donc vous avez un très grand palmarès. Vous avez, entre autres, pour citer, 3 titres de champion d'Europe de basket fauteuil, un record du monde de relais 4 nages, plusieurs fois champion national en basket avec CAPSA et 4 participations aux Jeux paralympiques. Comment on en arrive là et à quoi Alors, cette... juste 5 participations. 5 participations. Officiellement, c'est 5. Officieusement, c'est 6. Parce que mes premiers jeux, je les ai faits à Barcelone en tant qu'athlète non officiel. Ah d'accord, excusez-moi. 5 participations aux Jeux paralympiques. Donc comment on en arrive là et à quoi cette réussite est-elle due ? Là, j'en sais rien du tout. Comment on en arrive là je pense qu'il y a un mélange de plusieurs choses. Il y a des rencontres, après il y a un don naturel, et après il y a le travail, il y a le boulot. Et, la détermination. Ouais, je pense qu'il y a un tempérament, parce que pour arriver à ce niveau-là, il faut quelque part accepter de se faire mal pour réussir à haut niveau. Puis après, c'est un peu le talent aussi quand même, faut pas... C'est pour ça que je dis que c'est un mélange des choses, c'est des rencontres, des opportunités. La natation, j'adorais nager, c'était un truc, mais j'aimais pas trop la compétition à cette période-là. Donc voilà, puis quand t'es doué, voilà, j'étais pas forcément le gars le plus, comment dirais-je, le plus assidu sur cette partie-là, parce que mon rêve, même ça a agacé les coachs et certaines autres personnes de l'équipe de France, que j'étais avec mon poste radio à écouter du Bob Marley et ma balle de basket. Donc ils disaient, il est désespérant ce mec. Mais c'est vrai que quand j'ai pu rentrer, faire mes premiers pas dans un club de basket fauteuil et machin, là j'ai pas compté mes heures, je pouvais passer des journées entières à m'entraîner, à traverser toute l'Île-de-France en fauteuil, parce que je n'avais pas les moyens et les transports n'étaient pas accessibles à l'époque.
donc pour aller m'entraîner. Parce que vraiment, c'était la passion qui me portait, quoi. Donc je pense que quand on a une passion, on peut aller très très loin. Et après, le talent plus mère nature, plus le boulot, et les bonnes personnes qui t'entourent, des bons coachs, des anciens joueurs qui te donnent les bonnes ficelles pour réussir, voilà, ça donne une carrière comme celle-là. Puis après, sur le rugby, c'est aussi encore une histoire de rencontre. Voilà. Dans les 2 sports que j'ai fait à haut niveau, il y en a vraiment un où c'était une volonté du bide, et puis les autres, c'est les rencontres, voilà. C'est d'autres personnes qui m'ont embarqué. Et maintenant, j'avoue que le rugby fauteuil est devenu aussi un de mes sports de passion, puisque quand vous allez découvrir ce sport, vous verrez, il est incroyable, quoi. C'est juste magique. Donc, je vous montrerai quelques images après. Avec plaisir. Donc, pour parler un peu plus du présent, j'aimerais savoir à quoi ressemble une journée avec Riyad Salem. Ça dépend. Qu'est-ce qu'on a fait la veille au soir? Une journée, ça démarre sur pas mal de choses. En fait, ça dépend du programme. Tous les soirs, j'ai ma collaboratrice Valérie qui me fait mon petit programme, qui m'envoie ma journée. Et donc, on peut se retrouver à l'autre bout de la France, comme se retrouver dans une école, comme se retrouver dans un centre de rééducation, comme se retrouver dans un ministère, comme se retrouver chez un grand patron, comme se retrouver à répondre à des interviews. Voilà, quoi. C'est une journée, et puis ça démarre à partir de 7h et ça se termine en général vers minuit, quoi. Il n'y a pas vraiment de routine. Chaque jour est vraiment différent. Après, il y a les entraînements qui rythment un peu les choses. Dans la semaine, il y a les tournois ou les stages le week-end. Mais sinon, non, c'est toujours... on prépare là les événements qu'on prépare. Voilà, il va y avoir ça. Quand on prépare les événementiels, quand on travaille pour trouver des projets, des clients, c'est tout un mélange. C'est pour ça que je dis que je peux aussi bien me retrouver dans des grosses boîtes pour répondre à un appel d'offres, remplir des dossiers, voilà, faire maintenant des réunions Zoom. Mais voilà, on essaye. Il n'y a pas une journée qui se ressemble, au fait. Et est-ce que votre quotidien, il a été impacté avec les récents événements, les différents confinements, la crise sanitaire ? Je pense qu'on a tous été impactés. Après, on a chacun plus ou moins réagi différemment. Nous, au tout début du confinement, on a très vite fait le choix de coudre des masques, de lancer des mouvements, parce que c'est un peu notre nature, au fait, aussi. Donc on a fait des masques, on a lancé au masque citoyen avec un collectif de couturiers et de couturières, beaucoup de couturières d'ailleurs, avec des gens qui ont été hyper généreux, qui nous ont donné des tissus, qui se sont embarqués dans l'aventure. On a fait pas mal de masques. Après, comme on avait aussi des personnes handicapées de notre association qui galéraient, qui n'avaient plus de tierces personnes, parce qu'à l'époque, il faut savoir, on ne savait pas ce que c'était. Tout le monde pensait que si on sortait dehors et qu'on éternuait, on allait tuer des gens. Donc c'était un peu bizarre comme ambiance. Donc on s'est dit, non, on ne va pas les laisser moisir dans leur appartement tout seuls. Donc on a envoyé des bénévoles, des services civiques. Puis de fil en aiguille, d'un seul coup, les gens, des personnes âgées ont dit « Ah vous pouvez nous faire nos courses aussi ». Et puis après, d'autres gens à côté « Ah, mais vous donnez de quoi manger aux gens ». Ouais, puis voilà. Et donc, on a créé un collectif qui s'appelle Cap Solidarité. Et on a distribué aussi des repas à l'époque avec des restaurateurs qui étaient fermés. Et donc, on a fait tout un boulot sur la solidarité, sur les maraudes. Et on a mixé les publics. Les jeunes des quartiers qui se sont pris au jeu avec nous et qui franchement nous bluffent tous les jours. Parce que on a une image des jeunes des quartiers où c'est des vilains, machin, et au fait c'est des gens qui ont un cœur énorme et qui comptent pas leurs heures. Et pour aller faire des collectes, pour ramasser les trucs, pour trier, pour donner à manger aux gens, pour distribuer des colis. Aujourd'hui, dans le 75, 93 et 94, on est à peu près à 8000 personnes à qui on apporte des denrées alimentaires dans le mois. Donc tu vois, un petit truc comme ça, et hop, ça a pris une autre dimension. Donc ouais, ça a impacté notre quotidien. Le fait de faire le sport autrement, de commencer à faire des entraînements avec Zoom. Des entraînements sportifs avec Zoom. On avait quelques... Bon, ça n'a pas duré, parce qu'heureusement, ils nous ont rouvert les gymnases très rapidement, parce qu'ils ont compris que
que les personnes handicapées avaient vraiment besoin, que c'était pas juste un truc pour se faire plaisir, mais qu'au niveau de la santé, c'était hyper... ça pouvait devenir dangereux de rester toute la journée chez soi. Un corps qui a déjà des difficultés pour se mouvoir, si en plus on lui donne pas l'occasion, on peut très vite avoir des escarres, des problèmes. Donc voilà, donc c'était bien que pour les personnes handicapées, on rouvre les gymnases, et ça a permis à pas mal de gens de pas sombrer physiquement et psychologiquement. Donc voilà, donc le sport et tout ça a engendré. Puis après, pour le boulot, il a fallu qu'on trouve un petit peu des astuces, quoi. On a fait des choses, on a vendu des choses qui n'ont rien à voir avec notre cœur de métier au départ. Mais vous vous êtes adapté à la situation. On s'est adapté à la situation. Ouais. L'année dernière, on a réussi à vendre des autocollants, pour de la signalétique et tout, pour le Covid. Donc voilà, ça nous a permis un peu de sortir la tête de l'eau l'année dernière. Voilà. D'accord, donc vous êtes aussi vice-président de l'association L'éducation par le sport. La PELS, oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste-t-elle ? L'agence d'éducation par le sport ? Oui. Oh, c'est une grande histoire. Avant, elle s'appelait Fais-nous rêver. Et puis l'objectif, c'était de montrer que le sport avait aussi un outil social important et que c'était pour nous un outil d'éducation. Il y avait pas mal d'éducateurs qui utilisent les sports. Quand on va dans des clubs sportifs, ce sont des éducateurs sportifs. Et on ne transmet pas juste des savoir-faire sportifs, mais aussi des savoir-être et des savoir-vivre. Et donc l'éducation par le sport est important parce que on a l'impression qu'on vit dans une société où tout est normal et naturel. En fait, non. Il y a la transmission intergénérationnelle des savoirs, des valeurs de notre pays qui sont transmis souvent par le monde du sport. Et que ça, on ne lui apportait pas sa valeur, elle n'était pas reconnue. On ne lui donnait pas la valeur d'impact qu'elle avait dans la société. Donc avec la PELS, ça a été vraiment l'objectif, c'est de mettre en avant des gens qui n'étaient pas forcément du monde du sport, mais qui utilisaient le sport comme outil pédagogique ou éducatif, et qui permettaient à des jeunes de se réinsérer dans la société, ou alors de trouver un emploi ou de retourner à l'école. Donc ça, c'est toujours une des grandes activités de la PELS. Maintenant, la PELS a vraiment bien grossi, et on est maintenant vraiment sur l'insertion aussi professionnelle des jeunes des quartiers pour éviter que les gens sombrent dans le désespoir, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, si on n'a pas de métier, on n'existe pas au final. Donc on a cette fâcheuse habitude de dire bonjour, tu t'appelles comment, et tout de suite après, tu fais quoi dans la vie, ouais. Et le tu fais quoi dans la vie, tue. Il tue, les fait quoi. Donc c'est important de pouvoir avoir un statut, que ce soit en fait professionnel ou même bénévole. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on parle que d'emploi, pour moi, la personne qui s'engage dans une association, même qui n'est pas rémunérée, c'est un boulot aussi, quoi. Oui, bien sûr. C'est un boulot, et donc je pense que c'est avoir une activité, de pouvoir dire je fais ça dans la vie, je contribue moi aussi à la richesse de notre société. Et donc voilà, la PELS essaye de mettre tout ça en relief, quoi. Et que les institutionnels, quand on ne comprend pas, mais vous faites quoi ? Vous faites du social, vous faites du sport, vous faites de la culture, vous faites quoi ? On ne comprend rien. Nous on dit voilà, on fait tout, on est à 360 degrés. On fait beaucoup de choses, et c'est complémentaire, parce que c'est vrai que dans notre pays, on a tendance à mettre les gens dans des silos, des étiquettes, et quand on rentre pas dans les cases, ça devient problématique. Donc nous, c'était notre job un peu de dire voilà, ils font de l'insertion par le sport à travers ci, à travers ça, et donc c'est important que vous puissiez jeter un regard sur ces personnes et accompagner ces structures, ces associations qui permettent d'accompagner la jeunesse, quoi. Ok, et justement, est-ce que vous avez un exemple marquant d'un jeune ou d'une personne que vous avez aidé grâce à cette association ? Ah, il y en a plein. J'imagine qu'il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup, donc il y en a pas mal. Là, il y a eu un programme qui était extraordinaire, où c'est des jeunes de quartier il y a eu un partenariat avec le Crédit Lyonnais. D'accord. Et ces mêmes jeunes de quartier, aujourd'hui, sont banquiers. Ah oui. Il y a un coach sportif, un mentor dans la banque, et puis notre association qui crée la connexion, qui orchestre cette triptyque joyeuse. Et donc aujourd'hui, on a des jeunes des quartiers, des filles, des garçons, issus de quartiers populaires qui n'avaient pas forcément des diplômes, mais qui pendant 1 an, 2 ans ont été accompagnés.
Et aujourd'hui qui sont maintenant banquiers, qui sont à des postes à responsabilité. Exactement, et dans des quartiers où des fois les banquiers ont peur d'aller parce qu'ils ne connaissent pas. Et voilà. Et les gars sont très fiers, on les voit, ils sont avec leurs beaux costumes, ils sont en mode beau gosse. Ils ont raison d'être fiers. Oui, et nous ça nous rend fiers aussi, ça rend fiers leurs parents. Et quand à un moment donné, ces choses simples qui sont la confiance, de mettre en avant, de donner la chance à quelqu'un. Tous ne réussissent pas, mais quand même, on est dans des niveaux de réussite qui sont à plus de 70, on est quasiment à 80% de réussite. C'est un beau résultat, c'est un beau résultat. Donc on voit l'impact que ça a. Et en même temps, d'avoir des jeunes comme ça qui réussissent, ça embarque, ce sont des locomotives pour les autres jeunes des quartiers. Parce que quand on n'est que dans un tourbillon d'échecs, on voit pas de solution. Donc pourquoi faire des efforts? Pourquoi mes parents, mes frères, les oncles, puis là d'un seul coup... Oui, c'est des beaux exemples de réussite. Exactement, le curseur il se déplace. C'est pas juste le gars qui est le caïd du quartier qui est le référent. C'est aussi le gars qui travaille dans la banque, qui a la banane et qui gagne bien sa vie honnêtement, et voilà, qui porte un peu toute cette promesse un peu de la République de dire que même si on vient d'où que ce soit, on peut réussir. Et c'est vrai que la PELS, elle permet, entre guillemets, de réouvrir cet ascenseur social qui a été un petit peu oublié par certains. D'accord. Et vous êtes également président de l'association CAPSA. Pouvez-vous nous parler du rôle de celle-ci? Alors, je ne suis plus président, je suis le fondateur. J'ai été président à 2 reprises, mais là maintenant c'est M. Mimouni qui est le président. Et c'était quoi la question en fait? En quoi consiste-t-elle? À faire du bien dans ce monde. Un bon message. Non, en fait, CAPSA, c'est un mot un peu bizarre, mais dans le mot handicap, on a pris le mot cap. C'est la direction, c'est l'objectif à atteindre, le défi, t'es cap, t'es pas cap. Okay. Capacité. Donc, tous ces mots-là étaient forts pour nous. Nos premiers amours, c'était le sport. On était un groupe d'amis qui était dans le sport. Et on s'est très vite aperçu que soit on montait juste un club de sport, ou soit on fédérait nos passions avec nos autres amis. Et on avait des copains et des copines trop lourdement handicapés pour avoir une activité physique ou sportive, mais qui étaient plutôt dans l'art. Donc le premier A, c'est art. Le deuxième A, c'est le A de aventure, parce que je faisais beaucoup d'humanitaire et de solidarité internationale. Et le troisième A, c'est le A de amitié, qui est une des grandes valeurs du mouvement sportif, qui fait écho à la fraternité de notre beau pays. Et l'idée au départ, c'était... ok, on est sportif et tout, on veut faire du sport, mais comment on peut, à travers ce que l'on va faire, changer les mentalités, le regard sur le handicap, les comportements sur le handicap. On ne comprenait pas cette notion de vouloir intégrer les personnes handicapées dans le monde ordinaire. Et on s'est dit que nous, il fallait faire l'inverse, en fait. Il fallait qu'on explique aux gens qu'il fallait qu'ils s'intègrent dans notre monde. Parce que notre monde extraordinaire, quand il y a une porte plus large, un ascenseur, une rampe, voilà. Puis comme on est tous différents dans ce monde, mais encore dans le milieu du handicap, on est encore un peu plus différents que la norme. Et on s'est dit, la norme, c'est la différence, et il faut que les gens viennent dans notre monde extraordinaire. Donc on a mis des personnes qui n'avaient pas de handicap sur des fauteuils, on a fait des activités comme ça, et on a un peu inversé les mondes. C'est pour ça qu'on a repris la phrase de Kennedy qu'on a mis à notre sauce. Ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire pour les personnes handicapées, mais ce que les personnes handicapées peuvent faire pour vous. Et on le prouve là aujourd'hui, même avec cette histoire du Covid, de solidarité. On va dire qu'on peut tous contribuer, quel que soit, on va le dire, notre handicap, notre différence. Bon, après, il y a des handicaps qui sont très très lourds et qui ne peuvent pas malheureusement. Mais au moins tous ceux qui ont la capacité d'apporter quelque chose, qu'elles ne s'auto-censurent pas ou qu'elles ne se privent pas de le faire parce que la société nous a mis dans une logique, dans une image qui fait que même nous-mêmes, des fois, ce n'est pas évident, quoi. On a du mal à s'accepter nous-mêmes, parce que ce monde-là a du mal à nous accepter. Donc on voulait inverser les choses à travers l'art, la culture, tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, CAPSA, c'est un des grands clubs de sport handicap en France. On est affilié aux 2 fédérations, handisport et sport adapté. Et on a plusieurs actions d'éducation par le sport, avec des sensibilisations, de la prévention handicap. On va dans les centres de rééducation avec un programme qui s'appelle Cap Résilience, enclencher une dynamique de résilience. On a un programme avec des collectes de bouchons, EcoCap, qui est sur de l'éco-citoyenneté. On a un autre
On a un autre programme qui est Cap Sensi, où on va dans les grandes écoles ou les entreprises. On fait de la sensibilisation à travers le handicap et toujours on utilise le sport comme outil pédagogique. Et on a un très très gros programme. Alors on a Cap Art aussi, j'ai oublié de le dire, voilà, où on promeut des artistes handicapés. Et peut-être qu'on refera une émission là-dessus avec Catherine, où on va essayer de proposer des artistes handicapés pour les 1% artistiques. Donc pour qu'on puisse aussi voir des œuvres d'artistes handicapés dans cet univers, parce qu'on n'en voit aucun en fait. À chaque fois que j'ai demandé, on dit non, on ne connaît pas. Donc voilà, on va faire une proposition. Donc on a créé un collectif d'artistes. Et on a EduCapCity, qui est notre programme chouchou, qui est un programme de citoyenneté dans toute la France. On est dans une 60aine de villes. Et voilà, on transmet un peu les valeurs de la République pour que les jeunes puissent comprendre le rôle de chaque acteur de la cité. À quoi ça sert un maire, à quoi ça sert un policier, à quoi ça sert un gardien de gymnase, à quoi ça sert. Et donc le fait qu'ils aillent faire une rencontre physique, réelle, qui n'est pas ces informations par le monde numérique qui est des fois un peu erroné, et ça permet de créer la rencontre. Et que derrière un uniforme, derrière une fonction, il y a un être humain, ça pacifie les rapports et ça permet d'aller beaucoup plus loin dans les rapports. Voilà un petit peu nos actions et voilà, on essaye de contribuer à ce bonheur du monde à notre façon, quoi. Justement, est-ce que vous pensez que la vision du handicap, elle a changé ces dernières années en France ? Et à titre personnel, quel rôle pensez-vous avoir dans cette évolution ? J'ai fait comme beaucoup de militants associatifs, j'ai contribué à mon petit niveau. Donc après, évidemment qu'elle a changé. Il y a encore pas mal de boulot. Parce qu'on a tellement pris de retard que on a des réflexes qui ne sont pas forcément toujours justes et les bons. Et on a cette fâcheuse manie de généraliser les choses. Le handicap est tellement vaste, les problèmes que chacun rencontre et les solutions qu'on y apporte ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Voilà. Si je te dis je fais du sport, tu me dis super, mais si je ne te précise pas quel sport, tu vois, c'est pareil pour le handicap, quoi. Donc imagine, si je te dis que je fais de la pétanque, le gars qui fait des échecs, il fait du sport, le gars qui fait de la Formule 1, il fait du sport, le gars... Donc c'est pareil pour le handicap. La personne qui a la maladie des os de verre, ou la personne qui est autiste, ou la personne qui est aveugle, ou la personne qui est paraplégique, tu vois, c'est totalement différent. Voilà. Et souvent, on a tendance à réduire les choses, et ça, c'est dommage, en fait. Donc évidemment, c'est bien d'avoir un nom générique, mais après, comprendre un peu les problématiques et les besoins de chacun. Donc on essaie de continuer à contribuer à notre niveau pour faire avancer ce sujet, parce que c'est un des plus beaux sujets qu'on ait dans nos sociétés. De pouvoir faire en sorte que quelqu'un qui a eu un accident, une maladie, qui soit encore vivant aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de pays, malheureusement, qui arrivent à sauver des vies, alors que soit c'est parce que c'est leur politique, si t'as pas d'argent on te laisse crever, ou soit c'est parce que la technique, la technologie, le soin n'est pas au rendez-vous. Alors nous on a cette chance en France, quoi. Et donc c'est vrai que c'est comprendre que quelqu'un qui a croisé la mort, c'est un ancien combattant. Et on ne demande pas de remettre des médailles, mais au moins juste, tu vois, d'avoir le bon regard sur la personne et pas dire le pauvre misérable. Voilà, quoi. Parce que c'est pas évident de revenir avec des choses en moins dans son corps. Si on nous réduit en plus le plus qu'on pourrait avoir par rapport à ce combat pour la vie, je trouve ça dommage, quoi. Voilà. Donc si on peut contribuer à faire changer un peu les choses là-dessus, on n'est pas des super-héros, mais quand même. C'est pas tout le monde qui arrive à batailler contre la mort. Donc pour changer un peu de sujet, donc, notre dernier épisode, on a eu Najwa Arduini pour faire un épisode à nos côtés. Donc vous avez un projet commun, c'est créer une cité universelle avec une volonté de jeter les bases d'un immobilier inclusif. Qu'est-ce que c'est un immobilier inclusif ? C'est l'immobilier de demain. En fait, le problème, c'est qu'on est sur des critères, on est rentré dans un monde où on oublie que ce qu'on construit, c'est quand même pour des gens, pour des êtres vivants. Et qu'un être vivant, tout au long de sa vie, il est dans des états différents. À un moment donné,
je te le souhaite, tu auras peut-être envie d'avoir des gamins, donc tu auras des besoins. Ton logement, si tu as des enfants, quand tu vas te trimballer avec ta poussette, tu seras contente. Si jamais tu pars en vacances au ski et que tu te pètes la jambe, tu es quand même contente de pouvoir rentrer chez toi. Donc en fait, c'est de prendre en compte tous les petits aléas de la vie, puisqu'on pense au handicap comme quelque chose d'exceptionnel, alors qu'il n'y a pas plus naturel dans notre société, dans les sociétés humaines. Donc comment on fait pour que demain, quand on construit quelque chose, on n'exclut pas une partie de la population. Alors si on réfléchit sur on construit pour quel type de personnes aujourd'hui, quand on regarde dans tout le parcours de notre vie, surtout maintenant qu'on gagne en âge, notre niveau d'autonomie, il n'est pas si important que ça au final. Quand on est petit, jusqu'à un certain âge, on est quand même trimballé par ses parents. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'accès qui sont compliqués. Donc si on arrive à prendre en compte toutes ces périodes de vie, avec les périodes les plus difficiles, avec la maladie ou l'accident, jusqu'à la vieillesse, en fait, on fait ce qu'on appelle de la construction inclusive. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas les étapes. On a des cycles de vie. Et moi, j'ai toujours été un peu, interloqué par le fait que quand j'ai voulu acheter ma maison au départ, du moins, je voulais un appartement, je n'étais pas du tout parti sur une maison, tous les logements accessibles étaient vendus en premier. Je ne comprenais pas. Dès que j'arrivais, on me disait en 24 heures, le truc il part. Donc j'ai fait Natixi, j'ai fait tout le monde, tous les grands groupes. Mais c'est quoi ce bordel, au fait ? Ouais, comment c'est possible ? Et je leur ai dit, mais pourquoi vous ne construisez pas que des logements accessibles ? Ce serait plus simple. Ouais, puisque c'est ça qui part. Et après, vous faites, je sais pas, des trucs parce que les gens, ils achètent parce qu'ils veulent avoir le grand parking, le grand machin, la grande salle de bain, la grande cuisine. Tu te dis, mais je ne comprends pas la logique. Donc, si les gens achètent ça au départ, dans ces cas-là, faites-en plus. Pourquoi vous restez sur 3 appartements dans un immeuble de je sais pas combien d'appartements ? Et cette logique-là me perturbait, quoi, en me disant, mais il y a un truc qui colle pas. Et après, je me suis dit, mais c'est vrai, tu t'imagines, toute ta vie, tu payes ton appartement pour quelqu'un qui est super content, il a eu sa maison, et puis arrivé à un certain âge, l'appartement n'est pas accessible parce que le mec, il est prisonnier, je ne sais pas à quel étage de sa baraque, et il est obligé de vendre son appartement pour payer sa maison de retraite, s'il te plaît. Donc il y a un truc qui ne colle pas, tu vois. J'ai dit, il y a un truc qui n'est pas logique dans le bordel. Donc voilà, c'est toute cette notion de construction, l'accessibilité universelle, c'est pour le bien de tous, en fait. Et après, je pense qu'on peut faire des niveaux d'accessibilité dans ce pays pour être un peu plus raisonnable. On n'est pas obligé tout le temps de danser le tango dans sa salle de bain ou dans ses toilettes. Mais il peut y avoir un entre-deux. Et que même si demain, en fait... tous les immeubles peuvent être ce que j'appelle accessibles, pas forcément aux normes PMR d'aujourd'hui, mais ils peuvent tous être accessibles. Et c'est juste une volonté. Et ça ne coûte pas plus cher, en fait. C'est une manière aussi de disposer les choses. Avant, moi, pendant des années, je ne comprenais pas pourquoi, dans les logements sociaux, il y avait ce couloir automatique qui était trop petit pour passer en fauteuil. Donc, je ne pigeais pas. Alors qu'on pouvait faire des organisations de pièces avec une pièce centrale et qui distribue les autres trucs. Et puis mais bon, tous ces trucs-là, la technocratie doit évoluer, le bon sens doit évoluer, les modes de vie ont évolué, donc il faut qu'on évolue avec. Et on aura de plus en plus de personnes qui vont vieillir et qui n'auront pas forcément envie d'aller dans un EHPAD ou des choses comme ça, parce qu'ils auront toute leur tête. Moi, j'ai encore une amie, la femme de Stéphane Hessel, qui supporte plus, qui veut revenir vivre dans un appartement à Paris. Oui, bien sûr. Vous voyez, donc, c'est-à-dire qu'elle a vendu sa maison parce que c'était pas accessible, et maintenant, elle cherche un appartement accessible. Donc, c'est quand même... parce que la vie est comme ça, et demain, c'est l'hôpital qui doit venir chez les gens. Maintenant, on se fait livrer tout. Donc, pourquoi on ne se ferait pas livrer le soin, tu vois ? Et ça créerait des milliers d'emplois, d'avoir des gens qui viennent faire taquiner ton infirmière, ton machin. Tu imagines le nombre de personnes que ça va faire bosser. Donc je pense qu'il faut anticiper le monde de demain. Les gens ont envie d'être autonomes, les gens ont envie d'avoir leur chez-soi, ont envie qu'on leur cuisine ce qu'ils aiment, ils ont envie de commander ce qu'ils ont envie de manger, de regarder telle ou telle chose, et pas dépendre d'horaires, de machin, parce que la femme de service, elle n'est pas là de telle heure à telle heure, et que les visites, c'est de telle heure à telle heure, que tu ne peux pas avoir de vie nocturne sociale, tu ne peux rien faire. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qu'il faut prendre en compte. Et ceux qui ont vraiment des besoins
ils iront dans des EHPAD parce que Alzheimer, parce que des maladies très lourdes pour les familles ou que l'hôpital mobile ne pourra peut-être pas répondre à ces problématiques. Donc, il faut anticiper tout ça. Donc, la cité universelle, c'est l'exemple qu'on peut déjà créer ça à un échelle. Et pourquoi la cité universelle ? Parce qu'on est quand même dans le quartier des cités. On a la cité des sciences, la cité de la musique, on a la Philharmonie à côté. Donc voilà, on voulait montrer que c'était peut-être possible. Et cette cité universelle, c'était vraiment, ça répondait à une problématique que j'avais en tant que sportif. C'était l'accueil des équipes étrangères. Parce que aussi, aujourd'hui, là, on va faire le championnat d'Europe, on est obligé d'aller dans des pullmans. Et même si on va dans des hôtels 4 ou 5 étoiles, l'accessibilité n'est pas toujours au rendez-vous pour accueillir, je sais pas, 100, une centaine de personnes en fauteuil, quoi. Donc, même là, sur la notion d'hôtel, on aurait pu aussi réglementer pour que toutes les chambres soient visitables en fauteuil, qu'on puisse rentrer, faire le tour de la chambre, aller dans les toilettes. Notre hôtel, il sera comme ça. Les 110 chambres, elles seront... Il y aura des chambres, on va dire PMR, et des chambres encore plus accessibles. C'est-à-dire qu'on ira même jusqu'à une chambre médicalisée pour accueillir des personnalités qui auront besoin, je sais pas, d'avoir de l'oxygène, d'avoir un espace qui soit adapté à leur handicap. Donc voilà ce que va être la cité universelle. Donc un gymnase, on va pouvoir accueillir, faire des grands événements sportifs. On aura 20 000 m² de bureaux qui prendra en compte... Ah oui, c'est énorme. Ouais. Elle est énorme. Ouais, c'est un beau projet. Hein. Il y aura un pôle santé. C'est prêt en 2024, c'est ça ? Normalement, si tout va bien, oui. on croise les bouts de doigts qui me restent. Un pôle santé, et quels que soient les médecins qui vont s'installer, le critère de référence, c'est vous êtes gynécologue, il faut que la personne en fauteuil puisse venir et faire le transfert sur vos sièges. Si vous êtes dentiste, il faut que vous puissiez opérer un jeune autiste. Voilà. Donc, ça sera notre critère de base de pouvoir accueillir la majorité des gens. Le restaurant qui va prendre, on va négocier avec eux pour que demain, ils prennent en compte les gens qui ont des allergies, qui ne mangent pas de sel, qui font des trucs au gluten, ou s'il faut manger mixé parce qu'on a envie d'inviter notre grand-mère qui a plus de dents et qui... pour s'adapter vraiment à tout le monde. Exactement. Le but du jeu, c'est de s'adapter à... D'exclure personne. Exactement, c'est ça l'idée. Donc c'est pour ça que cette accessibilité universelle, pour moi, elle est le symbole de quelque chose que c'est possible. Et si on prouve que c'est possible, c'est toujours le même problème dans notre pays. Tant qu'on n'a pas prouvé que c'est possible, il y a très peu de gens qui y vont. Et donc d'avoir une Nejoie à l'époque qui se dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce projet complètement fou ?» et qui rentre dans cette folie, qui arrive à convaincre aussi les équipes de GA. Et que le projet, il continue, même si Nejoie est parti dans d'autres aventures. On a Nathalie qui est derrière, qui booste le truc. Donc voilà, je pense que c'est super important qu'on arrive à un moment donné à prendre en considération l'humain dans toutes ces étapes de la vie et dans tous ses besoins. Et si on ne construit pas comme ça, on voit bien les quartiers aujourd'hui qui sont en difficulté, c'est des quartiers où il n'y a pas forcément de commerce, les transports, il n'y a pas de mixité sociale, il y a tout un tas de trucs. Donc si on arrive à mixer toutes les choses, d'avoir dans ton immeuble, je sais pas, au lieu d'aller je ne sais où fêter l'anniversaire de ton gamin, que tu as une salle un peu polyvalente, associative, qui fait que la maman peut faire son anniversaire avec ses gamins et inviter les autres petits copains de l'immeuble, de créer de la vie sociale, quoi. Que demain, à l'intérieur, il n'y ait pas juste un médecin dans l'immeuble, mais qu'il peut y avoir quelques bureaux un peu mélangés, pour que ça crée de l'emploi ou des espaces associatifs. Il y aura une vraie vie, quoi. De la vie. Pensez-vous que la situation va s'améliorer dans les mois à venir et est-ce que vous êtes positif sur la suite ? Alors, attendez, la situation quelle situation ? La crise sanitaire, le Covid. Alors, par rapport au Covid, ça va automatiquement s'améliorer parce qu'on voit bien tous les programmes de vaccination qu'on commence à maîtriser 2-3 choses. Après, les conséquences, les effets collatéraux par rapport à l'économique, au psychologique, au social, je pense que ça va être dur. Ça va être très dur. Mais en règle générale, c'est pas le fait que la difficulté soit là qui va nous décourager. Au contraire, ça va nous motiver à faire plus de choses. Mais est-ce que la population... Parce que vu qu'ils ont pris des nouvelles habitudes et qu'on s'aperçoit que le monde du numérique et que beaucoup de gens ont vécu à travers les écrans, comment ils vont revivre dans la vraie vie, quoi. Parce que c'est quand même... Surtout les jeunes qui sont restés enfermés chez eux. Tout le monde, je pense. Les jeunes... En fait, je pense qu'il ne faut pas créer une catégorie de la population
parce que ça, c'est le truc un peu facile de dire les jeunes. Il y a beaucoup de gens qui ont été un peu prisonniers de ce virus, que ce soit les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes isolées, les gens qui ont perdu leur boulot. Donc, moi, je peux pas. C'est comme le handicap quand les gens me disent ah oui, mais ça c'est moins pire, ça c'est moins bien. Non. C'est sûr que tout le monde a été très impacté par cette situation. C'est vraiment, quelles que soient les personnes, chacun a été pour beaucoup en souffrance avec cette situation. Et voilà, je pense que les jeunes comme les autres ont été très impactés. Et j'ai pas envie de mettre un niveau en mode compétition, dire que plus un tel, moins un tel. Non, c'est notre société dans sa globalité. Chacun d'entre nous, alors il y en a qui s'en sont plus sortis, hein, parce que si tu parles à nos jeunes, à nous, ils n'ont pas senti le Covid parce qu'ils étaient en activité, ils ont réussi, à ceux qui étaient en stage chez nous, on leur a pas dit rentrez chez vous et bougez pas, au contraire, on leur a dit venez, on va aider les gens. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment un effet qui est face à la difficulté, la première des choses, c'est pas commencer à dire un tel est plus ou un tel est moins. Parce que ça, c'est tout de suite, ça crée des clans et des choses, et c'est jamais mauvais, et c'est jamais bon. Et je pense que voilà, on est tous dans le même bateau, et que je pense que notre jeunesse, elle va rebondir aussi, parce que je vois un peu, on a quand même une jeunesse assez incroyable. Quand je vois toutes les innovations, toutes les envies qu'ils ont, c'est assez surprenant, quoi. Toutes les solutions qu'ils ont trouvées aussi pendant cette période-là. Moi, je suis bluffé. J'ai jamais vu autant de solidarité dans les quartiers. Alors que des fois avant, quand on leur demandait de faire deux trucs, c'était ça me saoule. Mais là, ouais, super, je peux sortir chez moi. Donc, tu vois, ça a aussi amené une autre dynamique. Et c'est vrai que, par exemple, moi, je suis parrain du Secours populaire. Au tout début du Covid, les personnes qui étaient un peu aussi concernées, c'était les bénévoles du Secours populaire, c'était des personnes quand même d'un certain âge, donc c'était pas évident qu'ils soient sur le terrain. Et donc moi, tous les jeunes qu'on a eu de nos quartiers, c'est pour ça que je dis les jeunes, ça dépend lesquels, tous ces jeunes-là, franchement, j'étais bluffé par leur courage, par leur endurance, par leur ingéniosité. Et on a mixé des gens que je pense jamais, on a mixé des jeunes du 15e, là, avec des gens de Bobigny, avec des gens de Vitry. On s'est dit, comment ça va. Et franchement, le kiff, quoi. Quand j'ai des retours aujourd'hui où ça m'éclate, quand j'ai, tu vois, Philippine qui est venue, elle a invité des jeunes de Bobigny dans sa maison de campagne en Normandie. Et les jeunes qui appellent, on s'habille comment, on doit faire quoi, il se passe comment, ça se passe quoi. Tu vois, en mode, on n'a jamais fait un truc comme ça, nous, tu vois. Tu vois, ça, c'est une bonne dynamique. Ouais, c'est franchement... Tu vois, j'ai les yeux qui brillent parce que, au-delà de cette générosité qu'on a amenée, on a ouvert des brèches dans un domaine où les gens avaient des préjugés sur les uns et les autres. Et le fait d'avoir un projet commun, d'être sur la solidarité ensemble, voilà quoi, il n'y avait plus t'es tel machin, toi t'as si, moi j'ai galéré. C'est pour ça que j'ai envie de casser tous ces trucs, le plus, le moins, le machin. Non, à un moment donné, on a un projet, on est tous ensemble et on s'aperçoit que humainement, c'est ouf, quoi. C'est ouf ce que ça a enclenché. Et donc voilà, on a envie de répéter ça, quoi. On a des jeunes, des gamines de 14 ans qui étaient en mode se prenaient la tête sur le harcèlement sur les réseaux, qui sont avec nous, qui bossent et qui préfèrent passer leur temps maintenant à venir sur le terrain, à faire des collectes dans les supermarchés, que de se prendre la tête et d'avoir une guerre numérique, quoi. Et tout ça, c'est voilà, des jeunes qui préfèrent, au lieu de glandouiller et attendre que le temps passe, non. Ils dépassent le temps. C'est ça le truc de fou. Non, il passe à l'action, ouais. Donc, je pense qu'il y a tellement de choses positives qui sont sorties de ce Covid. Je pense qu'on est dans un équilibre là où il y a énormément de choses négatives aussi qui sont sorties. Donc, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va gagner. Pour l'instant, je suis en observation. Moi, j'évolue dans ce monde positif où des gens qui sont plus ou moins étiquetés, stigmatisés, ont fait des choses extraordinaires. Donc, ça me donne un espoir de ouf. Je me dis que si dans ces milieux-là, on arrive à amener cet espoir-là, c'est magique. Mais est-ce que dans les milieux, entre guillemets, un peu mieux portants, qui eux, ils n'ont pas l'habitude de galérer, donc peut-être ils n'avaient pas les anticorps nécessaires et qui sont plutôt dans le désarroi, dans le désespoir et qui vont peut-être faire des choix qui ne sont pas forcément les bons.
Je sais pas. En tout cas, tu vois, c'est comme si que ceux qui étaient bien et tout, en fait, ils sont désespérés. Ceux qui étaient avant désespérés ont une vague d'espoir. Donc, à quel moment les choses vont se retrouver, se rencontrer, tu vois. Donc, je sais pas trop. À voir, ouais. En tout cas, nous, quoi qu'il arrive, c'est un devoir pour nous d'être positifs. Donc, on essaye de faire en sorte qu'on tient le cap. Voilà. Mais on a toujours bon espoir, ou sinon on ne ferait pas tout ce qu'on fait. Justement, quels sont vos projets pour la fin de l'année 2021 ? Ou le plus gros projet qui vous tient à cœur ? On a essayé de capturer le Père Noël, parce que j'ai du mal à faire croire aux enfants qu'il existe. Non, quels sont mes projets déjà, on a pas mal de boulot avec les événements. On a les championnats d'Europe au mois de février 2022. On a EduCap City, on a tous nos programmes. Voilà, on a pas mal de choses. On a notre projet là sur l'insertion des personnes handicapées. Donc il y a pas mal de taf au fait. Et je pense que c'est pas que jusqu'en fin 2021, mais voilà. Puis après, on ne sait pas comment les choses vont se passer. Il y a les élections municipales, là, du moins pas municipales. Je suis fatigué, moi. Les départementales et régionales. Et puis après, il va y avoir les élections présidentielles. Et on sait toujours que dans des grands rendez-vous comme ça, le pays il est un peu chamboulé. Il y a pas mal de choses qui soit au ralenti ou soit s'arrêtent. Donc voilà, j'espère que tous les projets qu'on met en place ne vont pas être freinés par ces rendez-vous et que les Français feront le bon choix, quoi. Voilà. Surtout. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut aider d'une manière ou d'une autre, que ce soit nos auditeurs via des moyens financiers, via des moyens matériels? Si vous voulez aider l'association, vous êtes les bienvenus. On a des beaux programmes. Vous l'avez vu avec les associations dans lesquelles j'évolue. Il y a d'autres associations aussi comme Éclore qui sont aussi axées sur le bien-être au travail, sur plus d'humanité dans le monde du travail. Moi, je suis avec pas mal de structures. Et c'est vrai que là, tu me parles de 2021, mais moi, mon objectif aussi, c'est 2024. Il y a 2023 et 2024. Donc, c'est des grands rendez-vous, Coupe du monde de rugby, les Jeux olympiques et paralympiques. Donc, pour moi, c'est plutôt sur du moyen terme, moyen-long terme, que sur du court terme. Et on peut nous aider en soutenant l'association, en demain, sur nos projets, peut-être prendre des personnes handicapées en stage ou de sponsoriser nos équipes, de propager un peu cette onde qu'on a et ce regard qu'on a sur la construction de demain, de peut-être ne pas se mettre en... Comment dirais-je ? Parce que je me suis aperçu que quand j'allais dans les écoles d'architecture ou quand j'allais voir des grands groupes, la notion d'accessibilité, ils ne le prenaient pas comme un défi, comme un challenge. Ils le prenaient comme une contrainte. Et en France, dès qu'on a une contrainte, on n'est pas content. Alors qu'il faudrait plutôt mettre de la joie et dire c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge. Faut penser à comment on construit ce monde. Ouais, quand je regardais les émissions à l'époque de Haussmann, je me disais mais le mec il était fou quoi. Mais au final il a créé un univers et la France est capable de ça, d'inspirer le monde. C'est-à-dire que les grandes villes se sont inspirées de Paris et des grandes constructions, des grands chantiers parisiens. Je pense qu'on a cette force-là d'inspirer le monde sur les constructions de demain. Et si la France, les bâtisseurs des droits de l'homme, qui demain feront les droits humains, le droit du vivant, tout part souvent de chez nous, ces grandes valeurs universelles. Et donc la cité universelle est, je pense aussi, un projet qui peut être inspiré, qu'on peut inspirer pas mal de gens, d'entrepreneurs, de gens qui ont les moyens, qui ont vraiment les moyens, voilà, politiques, financiers, même philosophiques, de changer les choses. Donc voilà, contribuer à ce changement de société, rentrer vraiment dans le 3e millénaire pour que le monde de demain puisse être accessible à tous, quoi. Parce que ce qui est important, ce qui fait la noblesse un peu de notre pays, c'est de prendre en considération la valeur humaine. Et la valeur humaine, nous, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais si on ne peut pas circuler chez soi, si on ne peut pas circuler dans la rue, on n'a plus de liberté. Et si tu n'as plus de liberté, tout le reste se casse la figure. Hein. La l'égalité et la fraternité, elles n'existent plus. Donc voilà, la liberté, c'est d'ailleurs le premier pilier de la République. Donc cette liberté, elle commence par ce qu'on bâtit. Donc soyons des bâtisseurs de ces valeurs républicaines, quoi.
Comme on a vu sur les précédentes questions, il y a beaucoup de personnes qui se sont senties exclues durant cette période et qui ont perdu espoir. Quels conseils donneriez-vous à une personne qui ne croit plus en ses rêves et qui perd confiance en eux ? Je vais dire un truc un peu bizarre, parce que on va tous mourir. Tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. Et la pire des choses, c'est de croire qu'il n'y en a plus. Je veux dire, moi j'ai vu des gens revenir d'accidents, de maladies. J'ai vu la force qu'ils ont pu déployer. On a des ressources en nous qu'on n'imagine même pas. Et des fois, quand on est dans le tourbillon de la douleur, il faut juste, peut-être tranquille, arrêter de bouger, se poser un peu, et vous allez voir, les choses vont arriver naturellement. Je veux dire, c'est ce qu'on a vécu là, c'est vrai que c'est pas non plus la 3e guerre mondiale. Faut être tranquille. Non, bien sûr. Donc, on est vivant. On a la chance quand même en France d'être dans un pays où le gouvernement a lâché des milliards pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse même être au chômage partiel. Donc, il y a des choses qu'on peut apprécier, des choses qu'on peut pas apprécier, mais en tout cas, la réalité, elle est là. On n'est pas mort de faim. Nous, on le voit, on a aidé, et la générosité nous a permis d'aider aussi les autres. Donc, l'espoir est là. Il faut juste avoir envie de se battre, de pas tomber dans le piège de s'auto-exclure et te dire ouais, il y a plus rien, tout ça. Non, faut rebondir. C'est faux. Ouais. Faut rebondir. Vous savez, moi, je dis ça avec beaucoup d'humour. J'ai pas de jambes, mais j'avance toujours. Voilà. Je marche pas, mais j'avance. Et je pense qu'on peut tous avancer, même si on a perdu nos jambes, on peut continuer à avancer dans ce monde. Donc si moi je suis capable, je pense que vous pouvez y arriver. Super. Donc pour finir, notre podcast il s'appelle Avenir. Pouvez-vous me dire à quoi ressemble votre vision de demain ? Amour. Je sais. Non, ma vision de demain, c'est qu'à un moment donné, on est un peu comme des adolescents dans l'humanité. On a des technologies qui arrivent. On nous donne pas les modes d'emploi. L'éducation, notre système scolaire nous enseigne pas mal de choses qui sont importantes, mais on n'a pas aujourd'hui une école qui nous enseigne le quotidien de la vie, et ça va à une vitesse incroyable. Donc moi, j'aimerais bien qu'il y ait une école de l'égologie, une école de la technologie, parce qu'on nous parle d'intelligence artificielle, mais je vois bien ce que ça donne, l'intelligence artificielle. On a du harcèlement sur les réseaux, il y a des gens qui se suicident, il y a des meurtres, on le voit encore hier, parce que voilà, on a dit. Donc comment avoir un mode d'emploi pour remettre aussi, avec cette intelligence artificielle qui est quand même un truc extraordinaire, comment on remet aussi de l'intelligence réelle et émotionnelle, pour qu'on arrête voilà. Donc demain, je pense que si dans l'école, on nous apprend à gérer les réseaux sociaux, à faire la part des choses, à avoir un esprit critique, à pas tout prendre pour argent comptant dès qu'on a une information, à surréagir émotionnellement, de gérer aussi son ego, de savoir où est-ce qu'on en est qu'on en a un peu trop, est-ce qu'on en a pas assez. Non mais, parce qu'en fait, avant, on n'avait pas besoin de tout ça, parce qu'il y avait tout un autre système. Le temps était au temps. Aujourd'hui, le temps est accéléré par toute notre technologie. On va de plus en plus vite, on a des voitures qui vont plus vite, on a des connexions qui vont plus vite, on a des choses qui étaient inimaginables il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, on communique avec les gens partout dans le monde, au Japon, en Australie, aux États-Unis, sur un clic, et je suis en face d'une caméra. Donc tout ça, c'est une nouvelle réalité. Et comme on est sur une nouvelle réalité qui est construite avec des lois et des réglementations d'un ancien monde, il faut qu'on réaménage tout ça. Je pense que c'est ce qu'on appelle de la rénovation. Est-ce que tu t'imagines que le château de Versailles, on serait encore en train d'allumer avec de la bougie ? C'est pas possible, donc on a mis de l'électricité. Donc il faut aussi mettre un petit peu dans nos esprits, dans nos modes d'enseignement, de la rénovation. Ça ne veut pas dire qu'il faut retirer ce qui était du passé, mais c'est juste le mettre au goût du jour, de l'actualiser. Et si on arrive à faire ça, oui, ça va être super positif pour tout le monde. Parce que quand on va comprendre que de se connecter au reste du monde, c'était un rêve d'avant. Moi, quand j'étais plus jeune, les anciens ils me disaient « Ouais, on pourra communiquer avec tout le monde, peace, love and unity. » Ça existe aujourd'hui, et ça fait l'effet inverse. Parce qu'on n'a pas mis de garde-fou. Il y a un mode d'emploi. C'est-à-dire que c'est quand on apprend à un gamin, il faut faire attention, le feu, ça brûle, quoi. Oui,
Mais si tu apprends à utiliser un briquet, à allumer le gaz, bah, tu fais pas péter la baraque. Bah, là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a donné des outils qui sont des trucs explosifs, on n'a pas senti, on n'a pas vu le danger parce qu'on était tellement enthousiaste de cette technologie, de cette possibilité de se connecter au reste du monde, qu'on en a oublié que, oui, il y a aussi des méchants dans ce monde qui peuvent utiliser les mêmes canaux, et que si on est capable aujourd'hui d'avoir un média aussi impressionnant, voilà, et qu'aujourd'hui, ce média, il n'est pas pour échanger, il est pour se glorifier. On est là, il faut maintenant qu'on ait plein de likes, et donc tu as des gens, franchement, ils sont en dépression, ils se lèvent le matin, ah putain, j'ai eu 10 likes, la semaine dernière, j'en ai eu 22, tu vois. Donc non, il faut dépasser ça. Ouais, bien sûr. Donc c'est important de mettre les trucs, de voir que c'est sympa quand on nous like, mais bon, c'est pas non plus ce qui doit faire votre journée, quoi. Non, bien sûr. Tu vois. Moi, quand je vois mes neveux, des fois, qu'ils ont 700 amis, je me dis, t'as 700 amis, toi? Ouais, c'est virtuel. Donc, la notion d'amitié, la notion de plein de trucs, tu vois. Du copinage, je veux bien qu'on ait, tu vois. Moi, tous les gens dans l'école à laquelle j'étais, ils ne sont pas tous mes amis, même si je les croisais, quoi. Mais là, c'est un peu pareil sur le numérique. Donc, il faut ramener au monde réel le numérique, voir comment on peut faire des parallèles pour comprendre que, voilà, c'est pas nos potes, hein, les gens qui sont sur les réseaux. Puis il y a des gentils, des méchants, et puis il faut faire la part des choses. Voilà. Donc je pense qu'il y aura un joli monde si on arrive à relever ces défis que la technologie, que ce monde moderne, que ces nouveaux comportements s'imposent à nous, quoi. Merci pour ce beau message et merci de nous avoir reçus. Au revoir, Riyad. Au revoir à tous. N'oubliez pas d'être heureux. Hein, ça, c'est le premier pas dans le monde. Essayez d'être heureux. On n'y arrive pas tout le temps, mais rien que le fait d'avancer vers ce chemin-là, ça nous rend déjà heureux. Super, merci beaucoup. Salut. C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast@telescope.com.